Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la vice-présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'enjeu de nos débats aurait dû être à la hauteur de la lassitude de nos concitoyens à l'égard de la vie politique et de la vie publique en général. Cette lassitude a été clairement exprimée au cours des dernières échéances électorales, tant par l'abstention que par le vote. Ce lien de confiance entre les Français et leurs décideurs publics, essentiel pour la cohésion sociale et républicaine, est clairement distendu. En octobre dernier, un sondage réalisé pour l'ONG Transparency International France indiquait que 54% des Français jugeaient les personnes ayant du pouvoir comme plus ou moins corrompues. Ce niveau de défiance atteignait même 77% à l'égard des parlementaires. Les affaires de quelques-uns, de quelques brebis galeuses, ont injustement éclaboussé les quelques 550 000 élus de notre pays, majoritairement bénévoles, animateurs intègres de la vie publique locale, profondément impliqués dans l'action citoyenne et attachés aux valeurs de la République. Soyons clairs, avec vos projets de loi, nous sommes loin du choc de confiance qu'exige la situation politique du pays, tant les angles morts et les impasses sont innombrables. À un grand défi, vous répondez par une loi chétive, uniquement guidée par des enjeux de circonstances et des enjeux de communication. L'évolution de l'intitulé de ce projet de loi l'illustre bien. En quelques jours, nous sommes passés d'un projet de loi pour la moralisation, puis de confiance dans la vie publique, puis enfin à un projet de loi pour la confiance dans la vie politique. En réalité, il conviendrait d'aller jusqu'au bout de la logique en parlant d'un projet de loi pour la confiance dans la vie parlementaire, tant il se focalise sur les faits et gestes des députés et des sénateurs. Incontestablement, supprimer les emplois familiaux, contrôler les frais des parlementaires et améliorer la traçabilité du financement des partis politiques et des campagnes électorales sont des avancées nécessaires que nous soutenons et que nous saluons. Mais comme je l'indiquais préalablement, ces projets de loi sont bien trop étriqués. Car s'il y a en effet défiance à l'égard des parlementaires et des élus en général, cette défiance concerne également les journalistes, dont 58% des Français considèrent qu'ils sont corrompus. Elle concerne davantage encore les dirigeants des grandes entreprises publiques ou privées, puisque 71% des Français considèrent également qu'ils sont corrompus. Or, où sont les médias? Où est le monde économique et financier dans votre projet de loi ou dans vos projets de loi? Vos projets sont en fait des textes inachevés et, de notre point de vue, des textes bancals. Interrogée par la presse cette semaine, Madame la ministre, vous avez indiqué que vos projets de loi constituaient des points de départ. Dès lors, quels engagements pour la suite pouvez-vous prendre devant la représentation nationale pour réformer en profondeur cette sphère médiatique, victime de son hyperconcentration et de la mainmise des grandes puissances financières? Quels sont, par ailleurs, les engagements que vous pouvez prendre pour remettre la finance à sa juste place dans notre société? Sur ces sujets, notre Assemblée a eu l'opportunité de prendre ses responsabilités. Sur tous les bancs de cet hémicycle, y compris chez certains députés d'En Marche, nous avons été nombreux à vouloir supprimer le verrou de Bercy. Légitimement, nous pensions que le monde moderne allait mettre un terme à une pratique d'un autre temps, symbole de cette mansuétude coupable à l'égard des fraudeurs fiscaux, symbole d'une justice à deux vitesses, celle du puissant et du misérable. En renonçant à la nécessaire égalité devant la justice, ce projet de loi rate ainsi le coche, même si je suis persuadé, et on doit être nombreux ici, à penser que nous reparlerons très prochainement du verrou de Bercy, ici, dans cet hémicycle. Comme sur bien des sujets, c'est donc le ministère des Finances qui garde la main. Sur qui, entre nous, n'est nullement de nature à prévenir une nouvelle affaire Cahuzac. En effet, cette loi va perpétuer une règle qui faisait du ministre Cahuzac le seul à pouvoir ouvrir une enquête sur le fraudeur Cahuzac. Seule l'opiniâtreté de la presse, et en particulier Mediapart, a permis la révélation des faits et l'ouverture ensuite d'une enquête. Donc c'est bien le statu quo qui reste de vigueur. Votre projet de loi ne prescrit aucun traitement de choc contre ces cancers pour nos sociétés que sont la fraude et l'évasion fiscale. Exit tous nos amendements
visant à renforcer la transparence, interdire le recours aux paradis fiscaux, pénaliser les intermédiaires qui agissent dans l'opacité pour échapper à l'impôt. Existe également un véritable encadrement du pantouflage, cette pratique qui permet à des hauts fonctionnaires de passer du public au privé sans véritable contrôle, alimentant le mélange des genres et la suspicion. Pourtant, les exemples sont multiples. Celui de Bruno Bézard, ancien directeur du Trésor et désormais à la tête d'un fonds d'investissement franco-chinois actif dans les paradis fiscaux, étant l'un des plus emblématiques. Vos projets de loi ne comprennent aucun saut qualitatif d'ampleur sur ces aspects, à notre grand regret. Vous avez également refusé de réguler les activités de conseil. Pensez-vous franchement que la mouture actuelle de ce projet de loi sera suffisante pour éviter les futurs scandales Fillon qui nous ont conduits jusqu'ici? Le débat sur les activités de conseil des députés, pourtant capital, a été escamoté, alors que nous souhaitions une délimitation beaucoup plus large et beaucoup plus absolue. Enfin, il y a la question de la réserve parlementaire. Mais plutôt que de modifier le cadre et les règles de l'affectation de ces fonds, vous en avez profité pour les supprimer tout bonnement et par là même pour renflouer Bercy. Il est, de notre point de vue, intolérable d'instrumentaliser à des fins budgétaires les controverses autour de la réserve parlementaire. Sur 5 années, ce sont ainsi près de 800 millions d'euros qui ne seront pas alloués aux collectivités et aux associations. Madame la garde des Sceaux, pourquoi l'État a refusé de s'engager à garantir ces montants? Et ce, d'autant que ça va s'ajouter à une cure d'austérité déjà très forte avec la suppression, apprise récemment par décret, de 300 millions d'euros de crédits alloués aux collectivités pour l'année 2017, ainsi que des dizaines de millions d'euros destinés aux associations des quartiers populaires dans le cadre de la suppression des crédits de la politique de la ville. Madame la ministre, on ne restaure pas la confiance dans l'injustice. On ne restaure pas la confiance en économisant 400 millions d'euros d'aide aux plus modestes à travers les APL, tout en dépensant dans le même temps 3 milliards d'euros de plus pour l'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches. En tout état de cause, ce lien de confiance dont nous avons besoin, vous auriez pu vraiment le renforcer si vous aviez davantage considéré l'opposition et mesuré l'intérêt de certaines propositions, quand bien même elles n'émanaient pas de vos rangs. Vous auriez pu le faire sans renier votre engagement envers les Français. Au contraire, même, par votre écoute et votre volonté de dialogue, vous l'auriez sublimé. Hélas, les quelques avancées de votre texte ne trompent pas sur les reculs ou les zones d'ombre de toutes ces mesures oubliées en cours de route ou systématiquement rejetées, en conséquence de quoi, et à regret, pour toutes ces occasions manquées, notre groupe s'abstiendra sur ce texte.